Donc, alors, je m'appelle Adrien Rovero, je suis designer. J'ai en fait étudié l'architecture d'intérieur avant le design industriel et depuis 2006, j'ai un atelier à Renan, là où on se trouve aujourd'hui. Et je suis actif dans les champs du design produit, que ce soit pour les séries illimitées ou des séries limitées, et aussi dans le domaine de l'exposition de design. Et à part, j'ai un petit pourcentage aussi à l'école cantonale d'art de Lausanne, à l'ECAL, où j'enseigne depuis quelques années. Pour moi, vraiment, le designer qui m'a le plus inspiré depuis le début, et ma passion n'a pas changé, on va dire, c'est vraiment Castiglioni, ça c'est certain, parce que je trouve que justement, pour plusieurs raisons, c'est très bien d'ailleurs par rapport aux thématiques de ce que je fais avec vous pour les chambres, je trouve qu'il a toujours un aspect d'humour, mais très homéopathique. Donc on sent dans ces objets, il y a toujours une dimension de jeu, d'usage qui est assez plaisante. Il y a toujours un pragmatisme extraordinaire dans la production et les signes que ça génère. Et puis en plus, c'est des objets assez beaux. Enfin, ils sont tous assez incroyables. Et c'est un petit studio aussi, il n'a jamais été trop grand. Et puis ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a fait énormément de scénographie aussi. D'ailleurs, ça c'est un sujet qui m'intéresserait de creuser un peu, mais je crois qu'il a fait presque plus de 200 scénographies, donc il a fait plus de scénographie que d'objets aussi. Mais c'est quelque chose qu'on parle un petit peu moins. Alors, je dirais que dans le travail en soi, il n'y a pas beaucoup de différence. En fait, je pense que tous les projets ou les bons projets, ils sont issus d'une idée générale, dans ce qu'on appelle le concept ou le fil rouge. Après, il y a une série d'arguments ou de critères d'évaluation qui viennent après, des niveaux de lecture. Et je pense que simplement, ils vont changer de niveau. Si je prends un exemple, si je parle d'ergonomie, si on fait une chaise, l'ergonomie, ça va être peut-être le niveau numéro 2 ou 3 d'importance, parce que c'est vraiment, on va s'asseoir dessus extrêmement longtemps. Si je pars dans une exposition, l'ergonomie, elle va être importante. Comment est-ce qu'on lit les cartels, comment est-ce qu'on marche dans l'exposition. Mais peut-être qu'elle sera moins importante que la gestion de projet, que l'impact visuel, que la compréhension de la problématique. Donc peut-être qu'elle passera en 8e position, on va dire. Le prix, c'est pareil. C'est que souvent aussi, quand on compare entre un travail de galerie ou un travail de grande série, le prix, tout à coup, d'un travail en série va être assez important. Vraiment, entre le prix de production, le prix de vente, c'est ce qui peut faire qu'un objet va bien réussir ou pas. En tout cas, aider. Et dans un travail de galerie, on va en parler aussi. À un moment donné, il a quand même un prix, l'objet. Il a quand même un prix de vente, il y a quand même des facteurs. Mais il est moins important. Parce qu'on est avec peut-être des clients qui regardent, mais un peu différemment. Donc, pareil, peut-être qu'il passera de 2e position à 8e position. Ce projet pour la galerie Créo, donc, qui s'appelait PIMP, était donc, si j'essaie de résumer pourquoi c'était un projet que je trouve assez typique, c'est que premièrement, il s'inspire de mon entourage. C'est un petit peu grâce au garagiste qui est en dessous, avec ses petits détails d'aluminium anodisé. Il parle de couleurs aussi, parce que c'est vrai que l'anodisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs couleurs possibles. Donc comme on voit là, par exemple, j'essaie encore de faire beaucoup de projets avec ça. Il y a vraiment une palette assez belle de couleurs. Il y a une dimension un peu playful, dans le sens où c'est quelque chose, un objet qui est assez joyeux dans les constructions. C'est presque comme un petit jeu de construction. Il y a une dimension que moi j'aime bien suisse, parce que de nouveau l'aluminium il se travaille de manière très précise et ça demande beaucoup de soins, et puis il y a des vis apparentes que peut-être qu'on aimerait cacher. Et puis finalement c'est un objet que je trouve assez intéressant dans sa typologie et puis dans l'expression qu'il a globalement. Et comme c'est l'un des premiers projets que j'ai fait ici, il me tient beaucoup à cœur, et il s'est retrouvé par chance à la Galerie Créo dans une exposition collective sur les tabourets qui avait plusieurs grands noms comme Mendini, Gricic ou Morrison. Donc moi j'étais très, très impressionné. Mais ce que je peux faire, c'est que je crois que j'ai une photo ici et je peux vous la montrer tout de suite. C'est une... Ouais.
Donc ça, il y avait à l'époque une table et un tabouret. Et donc c'est l'idée d'avoir une seule plaque de métal qui est découpée et pliée. Et le pli permet, on le voit bien en dessous, de faire l'objet de connexion. Donc avec cet objet-là, on n'a pas besoin de rajouter de pièces. Et on n'a pas besoin non plus de souder après. Et puis la partie centrale, qui est cette partie H, ça je crois que j'ai un échantillon, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et ouais, j'ai un échantillon ici sous les yeux. Donc là, il n'est pas vraiment traité, mais c'était un premier test de couleur. Donc ça, c'est quelque chose qui est un aluminium extrudé. L'extrusion est un sujet qui me plaît beaucoup, en fait. Je trouve que dans l'extrusion, c'est comme si c'est une métaphore de la production en série, parce qu'on produit une forme, puis après on tire des kilomètres, puis on va juste couper les différentes... On peut parler de ça c'est drôle. Mes filles, elles appellent ça le dictionnaire des couleurs. Je trouve assez drôle. C'est peut-être simplement un outil que moi j'aime bien travailler avec. C'est simplement une gamme de couleurs. Et ce que je trouve toujours fascinant avec ça, c'est que, un peu comme toujours, au début on se dit « Ah, il y a beaucoup de choix. Comment est-ce qu'on va choisir ?» Et puis après, au bout d'une heure ou 2 heures, on se dit ah, « Il manque toujours la bonne couleur. » Au sujet des clics-à-zout, donc ces petits animaux, le contexte au début c'était de travailler avec un artisan de cuir pour la Vienna Design Week, avec un programme qui s'appelle Passionswege, qui mettait en place des artisans et des designers. Et l'artisan que j'ai reçu, avec qui je collaborais, venait d'acheter une machine Zünd suisse qui découpe du cuir. Et pour un artisan, c'est un gros investissement d'acheter une machine comme ça. Donc moi, je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait utiliser cette machine en faisant quelque chose de très simple, avec juste une découpe, peut-être des chutes de cuir ou des petits morceaux de cuir, et puis amener de la plus-value, et puis on crée un objet avec ça. Et en parallèle de ça, j'avais un petit kaogumi qui était une petite pièce technique pour des lampes, pour faire passer le câble dans du métal, et puis ça faisait comme un rond en fait, comme un œil. Puis j'avais ça dans la poche, puis je jouais un petit peu avec, puis je me suis dit à un moment donné, je pourrais faire comme des petits jouets, comme des petits animaux avec, qui sont pas des origamis, donc c'est pas quelque chose qui se plie, c'est du cuir, donc il faut vraiment pas trop de plis. Et puis ce détail technique, justement, la connexion, ça pourrait avoir aussi un sens dans l'objet. Donc là, c'est les yeux, entre guillemets, chaque fois. Donc on a fait cette série avec cet artisan, M. Polanski, qui était super. Et voilà, il y a eu une exposition, quelques exemplaires qui ont été faits, et puis le projet est gentiment décédé comme ça. Et 3 ans plus tard, j'ai été abordé par Pascal Mussard, donc, qui venait de fonder Petit H, donc ce département d'Hermès qui donne une deuxième vie aux matériaux. Et moi, donc, j'ai décidé de donner une deuxième vie à ces animaux dans ce contexte-là, en développant une série plus raffinée ou plus différente. Et c'est là, justement, où j'ai découvert que il y avait beaucoup de possibilités, donc dans les types de cuir, les épaisseurs, les détails, et ainsi de suite. Donc avec Petit H, on a fait une série, on en a fait beaucoup, peut-être une quinzaine d'animaux. Et puis après, ils ont même eu une troisième sorte de vie, c'est qu'après, dans le cadre de Petit H, c'est un laboratoire qui permet aussi de tester des choses, puisque le département marketing est un petit peu moins présent. Et donc, on peut tester des choses qui sont peut-être plus folles, a priori. Enfin, en tout cas, les autres métiers regardent ce que produit Petit H, et s'il y a quelque chose d'intéressant qui fonctionne, ils peuvent le récupérer après pour eux. C'est ce qui s'est passé avec ces animaux, c'est-à-dire que le métier maison de vivre, on les a repérés, puis après on en a produit 5, donc uniquement 5 modèles, on a pu retravailler les boutons pression, la dimension, la force, et là c'est devenu une collection régulière. Pendant 6 ans, 7 ans, ils l'ont vendu donc à travers tous leurs magasins. Donc c'est comme ça, voilà, que le projet clics-à-zout après a eu lieu. Après, malheureusement, ils ont arrêté de le produire un peu plus tard. Donc maintenant, il y aura peut-être une 3e ou une 4e vie, je ne sais pas. Mais c'est comme ça un petit peu que les choses se sont développées.